Du sang coulait sur le visage du général Amara Washington tandis que les cordes lui lacéraient les poignets. Les officiers corrompus riaient, inconscients qu'un satellite suivait ses signes vitaux. À des kilomètres de là, 3000 soldats reçurent le signal de détresse. L'opération Tempête juste était maintenant activée, et ces officiers n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Avant de plonger dans cette histoire choquante d'injustice et de puissante rétribution, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant si vous pensez que personne ne devrait subir de discrimination fondée sur sa race et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté d'hôtes de chercheurs de justice. Découvrons maintenant comment la générale noire la plus décorée d'Amérique a affronté le combat de sa vie. Le général Amara Washington se tenait à la fenêtre de son bureau temporaire à Fort Benning, son reflet révélant une femme dont les 52 ans avaient été sculptés par le triomphe et l'adversité. Les 4 étoiles sur son uniforme scintillaient dans la lumière du matin, chacune représentant une montagne d'obstacles qu'elle avait surmontés en tant que femme noire dans l'armée des États-Unis. 30 ans de service lui avaient valu non seulement des décorations qui ornaient sa poitrine, mais aussi des cicatrices visibles et cachées sous son uniforme impeccablement repassé. Son parcours commença en tant que cadette boursière à West Point, où elle sortit première de sa promotion malgré les murmures qui la suivaient dans les couloirs, suggérant que ses réalisations n'étaient que des quotas remplis. Ces murmures devinrent plus forts à mesure qu'elle gravissait les échelons, imposant le respect par une compétence indéniable, même si beaucoup s'y essayèrent. En Afghanistan, elle avait mené des opérations qui avaient sauvé des centaines de vies américaines, lui valant sa première étoile grâce à une brillance tactique qui changea la doctrine militaire moderne. En Irak, elle restructura les opérations de commandement régional, lui valant sa 2e étoile en réduisant les pertes de 70%. Sa 3e étoile vint après avoir dirigé la division de cybersécurité du Pentagone, protégeant l'Amérique des ennemis invisibles. La 4e et plus récente étoile fut épinglée par le président lui-même après qu'elle eut restructuré les protocoles de réponse militaire aux urgences nationales, sauvant des milliers de vies lors des efforts de secours après les ouragans. Mais aujourd'hui, sa mission était différente et peut-être plus dangereuse que n'importe quel champ de bataille qu'elle avait rencontré. Son téléphone vibra avec un message du secrétaire à la Défense. Comté de Méridian, situation critique, corruption policière profondément enracinée, ciblage racial confirmé. Procédez avec prudence. Washington rangea son téléphone, son esprit déjà en train de cartographier la stratégie. Cette petite ville conservatrice, à 3 heures de la base, avait un cancer qui se développait au sein de ses forces de l'ordre, et Washington avait été personnellement choisi pour l'extirper avec une précision chirurgicale. La démographie de la ville montrait 40% de population noire, pourtant 97% des arrestations concernaient des citoyens non blancs. La surveillance fédérale avait été bloquée à plusieurs reprises par des connexions politiques. La nomination de Washington intervint après la disparition de 3 vétérans noirs suite à des contrôles routiers, leurs corps retrouvés des semaines plus tard, classés comme suicides malgré des preuves suggérant le contraire. Washington se retourna alors que le colonel James Rivera, son second pendant 15 ans, entra avec les briefings finaux. Votre équipe tactique est prête à être déployée demain matin, général. Ils ont terminé une formation spéciale pour les scénarios d'extraction urbaine. Washington hocha la tête, étudiant les dossiers de son escouade d'élite de 5 personnes, chacune sélectionnée pour ses compétences uniques et sa loyauté inébranlable. J'y vais seul aujourd'hui, Rivera. Simple reconnaissance initiale. L'invitation du maire semble assez sincère, mais ne montrons pas encore toutes nos cartes. Rivera fronça les sourcils, son inquiétude évidente. Avec tout le respect, général, les renseignements initiaux suggèrent une implication de haut niveau dans la corruption. Y aller seul présente un risque inutile. Washington tapota la montre apparemment ordinaire à son poignet. La dernière technologie de la DARPA. Surveille les signes vitaux, la localisation et l'audio. Tout signe de détresse déclenche une alerte automatique au commandement. Batterie 24 heures. Antibalistique, étanche. En cas de manipulation, elle envoie un signal d'urgence. Rivera hocha la tête, bien que son expression restât troublée. Néanmoins, le protocole suggère une entrée minimale à 2 personnes en territoire potentiellement hostile. Washington ferma le dossier. Le protocole reconnaît également la discrétion du commandement, colonel. Cette ville a de profondes connexions, elle surveille les véhicules militaires. Une femme noire en civil avec une pièce d'identité militaire pourrait passer inaperçue. Paraître vulnérable pourrait en fait révéler plus que d'arriver avec une démonstration de force. 3 heures plus tard, Washington traversa la ligne du comté de Méridian dans une berline banalisée,
notant le changement immédiat d'atmosphère. Un véhicule du shérif se plaça derrière elle en quelques minutes, la suivant à une distance précise. Pas assez près pour justifier l'inquiétude, mais suffisamment présent pour envoyer un message, vous êtes surveillé. Elle maintint exactement 5 km/h en dessous de la limite de vitesse, ne leur donnant aucun prétexte à interaction. La ville elle-même paraissait pittoresque à la manière typiquement sudiste, avec une architecture coloniale et des rues bordées d'arbres qui dissimulaient des décennies d'oppression derrière des colonnes blanches et des drapeaux américains. Son rendez-vous avec le maire Thompson était prévu à 14 heures à l'hôtel de ville, un bâtiment en granit qui dominait la place de la ville. Alors que Washington se garait, elle remarqua 3 policiers observant de l'autre côté de la rue, leur posture changeant alors qu'elle sortait de son véhicule. Elle portait une tenue d'affaires civiles, mais sa prestance militaire était impossible à dissimuler. Les officiers parlèrent immédiatement dans leur radio. À l'intérieur de l'hôtel de ville, le maire Thompson la salua avec une hospitalité sudiste bien rodée, sa poignée de main ferme et son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Général Washington, quel honneur d'avoir une visiteuse si distinguée. Bien que je doive dire, cette enquête semble assez inutile. Notre petite communauté a ses défis comme partout ailleurs, mais rien ne nécessitant une surveillance militaire fédérale. Washington nota l'accent soigneusement mis sur son titre et la résistance subtile enveloppée de politesse. Simplement une évaluation de routine des procédures policières suite à des schémas préoccupants, maire Thompson. Le secrétaire à la Défense a un intérêt particulier à assurer que nos vétérans soient correctement protégés dans toutes les communautés. Leur conversation se poursuivit dans le bureau lambrissé du maire où Washington détecta une légère odeur de bourbon malgré leur matinale alors qu'ils discutaient de la force de police locale. Le chef de la police Vernon Miller arriva, un homme imposant dont l'uniforme peinait à contenir sa carrure. Sa poignée de main était délibérément écrasante, un autre message étant envoyé. Le chef Miller a gentiment proposé de vous montrer notre nouvelle installation d'entraînement à la périphérie de la ville, expliqua le maire Thompson, des équipements de pointe construits l'année dernière. Washington reconnut immédiatement la configuration, des endroits isolés, loin des témoins ou de toute assistance. Néanmoins, elle sourit professionnellement. J'ai hâte d'y être. Je comprends que votre département a reçu un financement fédéral pour cette installation. Je suis particulièrement intéressé par la manière dont ces ressources ont été mises en œuvre. Le sourire du chef Miller se crispa. Nous en sommes très fiers. Je viendrai vous chercher demain matin. Disons 8 heures. Nous pourrons y passer la journée. Vous montrer tout. Ce serait parfait, répondit Washington, activant la fonction d'enregistrement de sa montre d'une subtile double tape. Elle était entrée sur le champ de bataille, et sa première reconnaissance confirmait ses renseignements. L'ennemi était exactement où il s'y attendait, et il planifiait déjà leur premier mouvement. Le chef Vernon Miller claqua la porte de son bureau, les certificats encadrés de ses réalisations claquant contre le mur. Les certificats étaient aussi frauduleux que son engagement envers le service public, acheté en ligne ou décerné grâce à des relations plutôt qu'au mérite. Elle sait quelque chose, grogna-t-il aux 5 officiers réunis dans son bureau, des hommes qui formaient son cercle intérieur de corruption et de brutalité. L'officier Dawson, son second, avec 20 ans de pratique policière douteuse à son actif, s'appuya contre le classeur. La question est, combien, chef? Si Washington est ici personnellement, cela signifie qu'ils ont plus que de simples statistiques. Miller desserra son col, révélant un tatouage partiellement caché sous son uniforme. Les chiffres 8 et 8, à peine visibles, un code connu de ceux des cercles suprémacistes blancs. 3 générations de Miller ont tenu cette ville en laisse, dit-il, désignant les photos sur le mur, montrant son grand-père et son père dans le même uniforme, se tenant fièrement à des époques où le racisme était une politique ouverte plutôt qu'une pratique cachée. Je ne vais pas laisser une générale de la discrimination positive vienne se pavaner ici et changer la façon dont nous opérons. La pièce devint silencieuse alors qu'il contemplait la menace. Chaque homme présent avait des enjeux personnels à maintenir le statu quo. L'officier Brennan, qui s'occupait du traitement des preuves, détournait des drogues et de l'argent de la salle des preuves depuis des années. L'officier Taylor gérait les dossiers financiers du département, s'assurant que l'argent de la protection des entreprises locales apparaissait comme des postes budgétaires légitimes. Les officiers Wilson et Rodriguez géraient les opérations de rue, effectuant des fouilles illégales, plantant des preuves et veillant à ce que certains quartiers restent sous pression constante. Ils ciblaient les quartiers noirs avec une attention particulière, utilisant des infractions mineures pour alimenter le système pénitentiaire privatisé de la ville où les cousins de Miller servaient de directeurs de prison.
Nous avons le juge Harrison dans notre poche, proposa l'officier Wilson. Toutes les accusations que nous portons, il les rejettera. Miller secoua la tête. Cela dépasse les tribunaux locaux. Elle a l'autorité fédérale, le soutien militaire. Nous devons envoyer un message que même la puissante armée américaine ne change pas la façon dont le comté de Méridian opère. Il sortit une carte du comté, l'étalant sur le bureau. La vieille clairière au chêne ici, dit-il, pointant une zone reculée à des kilomètres des routes principales. Pas de surveillance, pas de témoins. Nous allons lui montrer exactement ce qui arrive aux étrangers qui ne respectent pas notre autorité. L'officier Rodriguez se déplaça inconfortablement. C'est une générale 4 étoiles, chef. C'est sérieux. Miller frappa du poing sur le bureau. Mon grand-père a affronté les Black Panthers. Mon père a brisé le mouvement des droits civiques dans ce comté. Vous croyez que j'ai peur d'une femme qui joue aux soldats? Il décrivit son plan avec une froide précision, détaillant comment il séparerait Washington de tout soutien potentiel, désactiverait ses communications et créerait une situation où son autorité ne signifierait rien. Nous ne laisserons pas de marque, insista-t-il, rien qui puisse être photographié. Mais quand nous aurons fini, elle comprendra que ses étoiles et ses médailles ne valent rien ici. À l'extérieur du bureau de Miller, les opérations quotidiennes du département de police du comté de Méridian se poursuivaient selon leur système de justice à 2 vitesses. Les citoyens blancs recevaient des avertissements et de la courtoisie tandis que les résidents noirs faisaient face à une suspicion immédiate et à une escalade. La dynamique raciale de la ville avait été soigneusement orchestrée pendant des décennies, avec des valeurs immobilières manipulées, des prêts refusés et une intimidation subtile maintenant des frontières invisibles. Malgré une population composée de 40% de Noirs, la structure du pouvoir restait presque entièrement blanche, du conseil scolaire au commissaire de comté. Le département de police employait exactement un officier noir, stratégiquement placé à la réception pour présenter une fausse image de diversité tout en étant exclu de toutes les opérations significatives. Alors que Miller finalisait ses plans, la répartition signala que 3 jeunes hommes noirs avaient été arrêtés près de la ligne du comté. Rodriguez, Wilson, allez aider, ordonna Miller. Assurez-vous que nos visiteurs comprennent l'hospitalité particulière du comté de Méridian. Les 2 officiers sourirent, comprenant exactement ce qui était autorisé. Les stratagèmes financiers qui soutenaient le département de Miller étaient élaborés et profondément enracinés. L'argent de la protection des entreprises apparaissait comme des dons pour la sécurité communautaire. L'argent de la drogue saisie était blanchi à travers un réseau de sociétés écrans avant de trouver son chemin dans des comptes liés à la direction du département. Le vol de preuves se produisait systématiquement, des objets de valeur disparaissant et réapparaissant comme des dons anonymes lors d'enchères caritatives de la police. Ces opérations exigeaient à la fois l'intimidation et le silence de la communauté, maintenus par une application ciblée et des exemples faits de ceux qui osaient s'exprimer. 3 pasteurs d'église noire avaient tenté d'organiser une surveillance communautaire des activités policières l'année dernière. En quelques mois, l'un fut arrêté pour des accusations de drogue fabriquée. Une autre vit son église faire l'objet d'une enquête pour fraude fiscale, et le 3e quitta la ville après que son fils adolescent eût été battu lors d'un contrôle routier de routine. Aucune plainte formelle ne fut jamais déposée. Plus tard ce soir-là, Miller rencontra le maire Thompson aux The Hawks, un country club exclusif qui n'avait jamais admis de membres noirs en 60 ans d'histoire. Ils s'assirent dans des fauteuils en cuir dans une pièce lambrissée, buvant du bourbon coûteux, alors qu'ils discutaient de leur approche du problème Washington. La surveillance militaire pourrait tout exposer, dit Thompson tranquillement, jetant un coup d'œil autour d'eux bien qu'ils fussent seuls. Les contrats fédéraux, le programme de travail pénitentiaire, tout. Le visage de Miller se durcit. Demain soir, la générale Washington demandera un transfert immédiat. Elle ne déposera pas de rapport. Elle ne fera pas de déclaration. Elle retournera à sa base la queue entre les jambes. Thompson étudia son verre. Êtes-vous certain que ces militaires ont des ressources? Miller sourit froidement. Même les puissants tombent quand ils sont seuls et en infériorité numérique. Croyez-moi, mère, j'ai géré des menaces plus fortes que certaines femmes qui jouent aux soldats. Pendant qu'il parlait, l'officier Dawson préparait déjà la voiture de patrouille spéciale pour l'opération de demain, retirant l'équipement d'enregistrement standard et installant des brouilleurs de signal qui bloqueraient toutes les communications dans un rayon d'un demi-mile. L'officier Brennan aménageait la clairière, s'assurant que leurs activités resteraient entièrement privées. Le plan était méticuleux, construit sur des décennies d'expérience dans le maintien du contrôle par la peur et l'humiliation.
Aucun d'entre eux n'envisageait la possibilité de sous-estimer leur cible, ou que la technologie même qu'ils cherchaient à neutraliser pourrait être bien au-delà de leur compréhension. Alors que l'aube se levait sur le comté de Méridian, le chef Miller examina son apparence dans le miroir, redressant son insigne et répétant le comportement amical et professionnel qu'il présenterait au général Washington. Ses yeux, cependant, révélaient la vérité, un calcul froid et la certitude absolue que son autorité dans ce comté était incontestable, même de la part d'une générale 4 étoiles. Le général Washington navigua sur les routes sinueuses du comté dans sa berline banalisée, maintenant la même conscience disciplinée qu'il avait maintenue en vie pendant 3 tournées de combat. La matinée avait commencé par un bref point avec le colonel Rivera, confirmant que son équipe tactique terminerait ses derniers exercices d'entraînement aujourd'hui avant de se déployer dans le comté de Méridian demain. Rappelez-vous le protocole Delta 6. Si les communications sont coupées, avait-elle instruit. Pas de mobilisation prématurée sans signal de détresse confirmé. Quelque chose dans le comportement du chef Miller avait déclenché ses instincts de combat. La même intuition qui avait autrefois détecté une embuscade à Kandahar quelques secondes avant qu'elle ne se déclenche. La route menant à l'installation d'entraînement s'éloignait de la ville, traversant des bois denses avec des signes de civilisation de plus en plus rares. Washington nota que la réception cellulaire était tombée à une seule barre, puis à plus rien du tout, une vulnérabilité tactique qu'elle avait anticipée. Sa montre, cependant, maintenait sa connexion satellite, invisible au brouilleur standard. 20 minutes après le début du trajet, elle remarqua le premier véhicule suiveur, une voiture de police, maintenant sa distance mais suivant clairement ses mouvements. 5 minutes plus tard, un second apparut devant, créant le mouvement de pince classique utilisé pour les arrêts à haut risque. Washington réduisit légèrement sa vitesse, évaluant les options. La route n'offrait pas de sortie, le bas-côté trop étroit pour des manœuvres d'évitement. La confrontation directe se ferait à leurs conditions, sur leur territoire. Le véhicule de tête activa soudainement ses gyrophares, se plaçant en travers de la route en position de blocage. Le véhicule derrière elle accéléra, réduisant rapidement la distance. Washington arrêta son véhicule de manière contrôlée, maintenant une distance de 9 mètres avec le barrage. 4 officiers sortirent des véhicules, les mains posées sur leurs armes dans leurs étuis. Washington reconnut l'officier Dawson d'après ses dossiers de briefing, son dossier montrant 17 plaintes civiles pour usage excessif de la force, toutes classées sans enquête. « Sortez du véhicule, madame », appela Dawson, son ton empreint d'une politesse artificielle tendue sur une hostilité évidente. Washington activa le mode d'enregistrement d'urgence de sa montre avec un schéma spécifique de 3 tapes, puis obtempéra avec des mouvements délibérés. « Officier, je suis le général Amara Washington, armée des États-Unis. J'ai un rendez-vous avec le chef Miller pour visiter votre installation d'entraînement. » Elle tendit lentement la main vers sa pièce d'identité militaire. « Les mains où nous pouvons les voir », cria un autre officier, sortant son arme. « Ma pièce d'identité est dans la poche intérieure de ma veste », déclara Washington calmement, sa présence de commandement évidente même dans cette position vulnérable. « Je vais la chercher très lentement. » Un officier s'approcha tandis que les autres maintenaient leur position, les armes pas tout à fait pointées sur elles mais inclinées pour une réponse immédiate. L'officier qui s'approchait, dont la plaque indiquait Brennan, lui agrippa rudement l'épaule. « Nous allons la chercher pour vous. Restez immobile. » Ses mains se déplacèrent sur son corps dans une fouille qui dépassait de loin le protocole professionnel, s'attardant de manière inappropriée pendant que les autres officiers observaient avec des sourires narquois. Brennan lui retira sa pièce d'identité militaire, l'étudiant avec une suspicion exagérée. « Cela semble faux, déclara-t-il, bien que les caractéristiques de sécurité avancées des pièces d'identité militaire rendissent la contrefaçon presque impossible. Nous avons eu des rapports d'individus se faisant passer pour du personnel militaire dans cette zone. » Washington garda son calme, bien que son esprit cataloguât le visage, le nom et les actions de chaque officier avec la précision qui l'avait rendu une commandante stratégique exceptionnelle. « Vous pouvez vérifier mon identité auprès du Pentagone ou du chef Miller, qui m'attend ce matin. » Dawson s'approcha, prenant la pièce d'identité et faisant semblant de l'examiner. « Eh bien, si c'est réel, nous avons là une véritable héroïne de guerre. » Son ton faisait du terme une insulte. « Mais ici, ces étoiles ne valent pas grand-chose. C'est notre juridiction. » La situation s'intensifia rapidement. 2 officiers saisirent les bras de Washington tandis que Dawson découvrit théâtralement un matériau suspect dans son véhicule, un petit sac de poudre blanche que Washington reconnut immédiatement comme des preuves plantées. « Eh bien,
regardez ça, dit Dawson avec une fausse surprise. Il semblerait que notre général ait un petit problème de drogue. Nous devrons vous emmener pour interrogatoire. La résistance de Washington fut mesurée et stratégique. C'est des preuves plantées et vous le savez. Cette détention est illégale. Sa déclaration, prononcée avec une autorité de commandement, déstabilisa momentanément les jeunes officiers, mais la confiance de Dawson ne faiblit jamais. Vous résistez à l'arrestation, n'est-ce pas? C'est malheureux. Les officiers forcèrent Washington au sol avec une rudesse inutile, utilisant des serre-câbles pour lui attacher les poignets. Tout au long de l'escalade, Washington nota les détails avec une précision tactique, l'absence de caméra corporelle, le langage spécifique utilisé, la nature coordonnée de l'embuscade qui indiquait une préméditation. Alors qu'il la faisait monter dans la voiture de police, Washington aperçut sa montre. L'indicateur satellite montrait une transmission active, le protocole d'urgence en vigueur. Sa défaite apparente transmettait déjà des renseignements critiques à Fort Benning. Le véhicule de police ne se dirigea pas vers le poste de police comme le voudrait la procédure standard. Au lieu de cela, il tourna sur un chemin de terre menant plus profondément dans les bois, confirmant l'évaluation de Washington selon laquelle il ne s'agissait pas d'une arrestation standard. L'officier Wilson, conduisant le véhicule, passa un appel sur un téléphone portable personnel plutôt que sur la radio de la police. Colis sécurisé, en route vers la position alpha maintenant. Washington mémorisa chaque virage, estimant la distance et la direction, ajoutant aux données transmises par sa montre. À travers la cloison, elle entendit des fragments de conversation qui révélaient les véritables attitudes des officiers. Il était temps que quelqu'un remette ces gens à leur place, à se balader avec ses étoiles, pensant qu'elle est meilleure que de vrais Américains. Le chef va s'assurer qu'elle comprenne comment les choses fonctionnent dans le comté de Méridian. Les sous-entendus raciaux étaient à peine dissimulés, rendant clair que cela concernait plus qu'une simple corruption. Le véhicule de police s'arrêta finalement dans une clairière centrée autour d'un chêne massif, ses branches s'étendant largement pour créer une canopée naturelle. 3 autres véhicules de police étaient déjà présents, y compris le SUV du chef Miller, avec l'insigne du département bien en évidence. Alors que Washington était rudement extraite du véhicule, elle observa la scène avec l'œil d'un commandant, 6 officiers plus le chef Miller, un endroit isolé à environ 19 km de la route principale, et un endroit soigneusement choisi, invisible de la surveillance aérienne grâce à la couverture des arbres. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa montre transmettait désormais tout à Fort Benning, l'audio, les coordonnées de localisation et ses signes vitaux, qui restaient stables malgré les circonstances. Le protocole d'urgence était actif depuis 22 minutes maintenant, suffisamment de temps pour que le colonel Rivera initie les procédures de réponse. Le chef Miller s'avança, son prétendu professionnalisme antérieur complètement abandonné. Général Washington, dit-il, soulignant son titre avec moquerie. Bienvenue au véritable siège du pouvoir dans le comté de Méridian. Pensez-vous que ces officiers auraient traité le général Washington différemment si elle n'avait pas été noire? Commentez numéro 1 si vous pensez que la discrimination raciale a joué un rôle majeur dans cette embuscade, ou commentez numéro 2 si vous pensez que c'était purement une question de pouvoir et de juridiction. Cliquez sur le bouton « J'aime » si vous êtes outré par cette injustice, et assurez-vous d'être abonné pour voir comment cette histoire se déroule. Que pensez-vous qu'il se passera lorsque ces officiers corrompus découvriront à qui ils ont réellement affaire? Continuons et découvrons à quel point cette corruption est profonde. La clairière devint silencieuse, à l'exception du cœur de cigale et de la respiration lourde des officiers, excités par leur dominance perçue. Le chef Miller tourna autour du général Washington comme un prédateur, ses yeux révélant une satisfaction qui allait au-delà du professionnel, vers quelque chose de personnel et de profondément troublant. « Amenez-la à l'arbre », ordonna-t-il, désignant le chêne massif qui dominait la clairière. 2 officiers saisirent Washington rudement par les bras, leurs doigts s'enfonçant dans sa chair avec une force inutile alors qu'ils la traînaient vers le chêne. Bien qu'elle aurait pu résister plus vigoureusement, Washington resta soumise mais digne, son entraînement militaire lui permettant de penser plusieurs coups à l'avance plutôt que de réagir à une provocation immédiate. Les officiers la poussèrent contre l'écorce rugueuse, coupant les serre-câbles seulement pour les remplacer par de véritables cordes, lui attachant les poignets derrière le tronc dans une position qui la forçait à se tenir inconfortablement droite. « Je veux être parfaitement clair sur ce qui se passe ici », dit le général Miller, s'approchant jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres du sien. Son haleine sentait le tabac et le café, ses yeux injectés de sang à cause des préparatifs nocturnes. « Nous savons exactement qui vous êtes. Nous savons pourquoi vous êtes ici.
Cette petite enquête fédérale sur notre département se termine aujourd'hui. L'officier Dawson sortit son téléphone, activant l'appareil photo. Souriez pour la postérité, général. Ça pourrait devenir viral. L'implication était claire. Ils avaient l'intention de créer des preuves de son humiliation, des preuves qu'ils croyaient la forceraient à reculer plutôt que d'affronter l'embarras public. L'expression de Washington resta impassible, ses yeux fixés sur ceux de Miller comme s'ils étaient égaux, malgré sa position physiquement compromise. Ce refus subtil de reconnaître sa dominance a visiblement irrité le chef. Vous, les gens, vous vous croyez toujours spéciaux, n'est-ce pas? Miller cracha la phrase, vous, les gens, planant dans l'air avec sa connotation raciale indubitable. Toutes ces médailles et ces éloges fantaisistes. Voyons ce qu'elles valent ici. Il tendit la main et arracha la petite épingle du drapeau américain de son revers, la seule indication de son affiliation militaire qu'elle portait avec ses vêtements civils. Dans le comté de Méridian, cela ne signifie rien quand c'est sur quelqu'un comme vous. Les autres officiers formèrent un demi-cercle, créant une audience pour la dégradation de Washington. L'officier Rodriguez lui enleva sa montre, la jetant négligemment au sol. À leur insu, l'appareil avait déjà transmis 27 minutes d'audio et de données de localisation, et la désactivation apparente a déclenché un protocole d'urgence secondaire plutôt que de l'arrêter. 3 tournées en Afghanistan, lut Miller sur un papier qu'il sortit de sa poche, un résumé du dossier de service de Washington qu'ils avaient préparé. Médaille de combat, Bronze Star, Silver Star, promu plus vite que quiconque dans votre promotion. Il leva les yeux avec un sourire narquois. Nous savons tous comment ça se passe. Des quotas et de la politique. Il froissa le papier et le jeta à ses pieds. Mon grand-père vous aurait fait frotter les sols, pas donner des ordres à de vrais soldats. La torture psychologique continua méthodiquement, chaque officier se relayant pour dégrader ses réalisations, remettre en question son autorité et faire des commentaires explicitement racistes et sexistes conçus pour briser son calme. Ils prirent des photos à divers moments, certains posant à côté d'elle comme si elle était un trophée de chasse. Tout au long de l'épreuve, Washington maintint un calme presque surnaturel, ses yeux observant constamment, son esprit enregistrant les noms, les visages et les déclarations spécifiques qui deviendraient plus tard des preuves. Cette apparente immunité à leur tactique ne fit qu'alimenter leur détermination à la briser. L'officier Brennan s'approcha avec un couteau, la lame captant la lumière du soleil alors qu'il la tenait près de son visage. Peut-être devrions-nous faire une coupe de cheveux à la générale. Règlement militaire et tout ça. La menace implicite planait dans l'air alors qu'il déplaçait lentement la lame vers ses cheveux courts et coupés selon le règlement. Washington ne broncha ni ne supplia, ses yeux fixés sur les siens avec une telle intensité qu'il hésita momentanément, déstabilisé par son absence totale de peur. Le chef Miller intervint, repoussant Brennan. Pas de marque, pas de preuve. C'est la règle. Il se tourna vers Washington avec un sourire froid. Nous sommes des agents des forces de l'ordre menant une enquête sur une activité suspecte. Rien de plus n'apparaîtra dans aucun rapport. Cette déclaration confirma ce que Washington avait soupçonné, ils avaient l'intention de la libérer, croyant que l'humiliation serait suffisante pour la forcer à reculer sans plainte formelle. Ils calculaient qu'une femme noire, même une 4 étoiles, comprendrait le caractère futile des accusations contre un département de police majoritairement blanc dans un comté du Sud avec de profondes connexions politiques. Ce qu'ils ne comprirent pas, ses camarades Washington avaient affronté et surmonté le racisme systémique tout au long de ses 30 ans de carrière militaire. D'être la seule femme noire dans sa classe de West Point à briser le plafond de verre au Pentagone, elle avait développé des stratégies pour convertir la discrimination en avantage, la patience en pouvoir. Alors qu'il voyait la soumission dans son silence, elle recueillait en fait des renseignements, évaluait les faiblesses et formulait la réponse précise qui démantèlerait non seulement ses officiers individuels, mais l'ensemble du système corrompu qu'il représentait. L'officier Wilson s'approcha avec une bouteille d'eau, la débouchant et versant un filet qui manqua délibérément sa bouche, trempant le devant de sa chemise. « Oups », dit-il avec une insincérité exagérée. « Je suppose que j'ai besoin d'entraînement au tir. » Les autres rirent alors que Washington se tenait ruisselante sous la chaleur estivale, l'indignité destinée à souligner son impuissance. Tout au long de l'épreuve de 3 heures, les officiers devinrent de plus en plus audacieux dans leur torture psychologique, croyant que leur emplacement isolé et leur planification minutieuse les avaient isolés des conséquences. Ils ignoraient que la montre de Washington, apparemment désactivée et posée dans la saleté, transmettait en fait tout à Fort Benning via des canaux satellites militaires classifiés qui contournaient les réseaux cellulaires conventionnels.
Ils ignoraient également que le colonel Rivera avait déjà initié l'opération Tempête Juste, mobilisant des ressources qui arriveraient précisément lorsque Washington déterminerait que le moment était optimal. Alors que l'après-midi avançait, Miller décida apparemment qu'ils avaient fait passer leur message. « Je pense que la générale comprend sa position maintenant », annonça-t-il à ses officiers. « Il est temps de conclure notre entretien. » Il s'approcha de Washington, son visage à quelques centimètres du sien, la voix baissée pour s'assurer que seule elle puisse entendre sa dernière menace. « Vous allez quitter le comté de Méridian ce soir. Vous allez dire à vos supérieurs qu'il n'y a rien à enquêter ici. Si vous ne le faites pas, ces photos seront rendues publiques, et nous nous assurons que tout le monde sache que la grande générale Washington a été vaincue par une petite force de police locale. Votre carrière, votre réputation, tout ce pour quoi vous avez travaillé sera anéanti. Et si ce n'est pas une motivation suffisante, rappelez-vous, nous savons comment faire disparaître les gens dans ces bois. » Washington parla pour la première fois depuis des heures, sa voix stable et claire malgré son inconfort physique. « Vous avez commis une erreur tactique significative, chef Miller. » Quelque chose dans son ton, la certitude absolue dans sa déclaration, le déstabilisa momentanément. Mais se reprenant rapidement, il rit. « La seule erreur a été la vôtre en venant dans mon comté en pensant que votre grade signifiait quelque chose ici. » Alors qu'il la détachait, Washington catalogua chaque visage une dernière fois, gravant leurs traits dans sa mémoire avec la même précision qu'elle utilisait autrefois pour mémoriser les positions ennemies. Bien qu'il pensait assister à sa défaite, elle calculait en fait le calendrier exact de leur chute. Les preuves déjà sécurisées, la réponse déjà en mouvement. Elle fit le serment silencieux que ces hommes feraient face à la justice, non seulement pour son humiliation, mais pour les décennies d'abus qu'ils avaient infligés aux citoyens du comté de Méridian. Les officiers lui rendirent ses effets personnels, à l'exception de l'épingle du drapeau américain que Miller lui avait arraché du revers, qu'il mit dans sa poche comme un trophée. Sa montre, qu'il croyait n'être qu'un garde-temps coûteux, lui fut jetée avec dédain. Alors que Washington la fixait à son poignet, elle sentit la subtile vibration confirmant la transmission continue, la technologie militaire étant bien au-delà de la compréhension de ces officiers de petite ville. « Escortons notre distinguée visiteuse jusqu'à son véhicule », ordonna Miller avec une courtoisie moqueuse. « Assurez-vous qu'elle retrouve son chemin hors de notre comté sans prendre de mauvais virages. » Alors qu'il la ramenait à la voiture de police, Washington garda son silence digne, ne leur donnant aucune satisfaction de voir de la peur ou de la colère. Elle avait déjà gagné cette bataille. Il ne le savait pas encore. À 480 km de là, à Fort Benning, le centre d'opération tactique éclata en un chaos contrôlé alors que la balise d'urgence de Washington s'activait. Le colonel James Rivera se précipita d'une simulation d'entraînement, toujours en tenue de combat complète, alors que les techniciens projetaient des données en temps réel sur l'écran principal. Confirmation du signal d'urgence, demanda Rivera, sa voix coupant à travers la pièce avec l'autorité de quelqu'un qui avait servi aux côtés de Washington pendant 3 tournées de combat. Le sergent technique Chen hocha brusquement la tête, ses doigts volant sur son clavier. Signal authentifié, monsieur. Le localisateur du général Washington la situe à 19 km au nord-est du centre-ville de Méridian, se déplaçant initialement à environ 64 km/h, puis s'arrêtant à ses coordonnées. L'écran affichait une carte topographique avec un point rouge pulsant dans une zone fortement boisée. Transmission audio active, force du signal 87%. Rivera se pencha en avant, écoutant l'échange de plus en plus troublant relayé depuis la montre de Washington. Son expression s'assombrit à mesure que les insultes raciales et les menaces devenaient explicites, mais sa réponse reste à mesurer, tactique. Lancez le protocole crépuscule, ordonna-t-il, nommant le plan de contingence que Washington avait établi avant de partir. Le centre d'opération tactique se transforma instantanément, les officiers se déplaçant avec une efficacité rodée vers leur poste désigné. Le major Daniels, officier de renseignement de Washington, s'approcha avec une tablette sécurisée. « Monsieur, les images satellites de l'emplacement montrent 6 véhicules de police et 8 individus. La reconnaissance faciale confirme le chef Vernon Miller et les officiers figurant sur notre liste de surveillance. » Rivera hocha la tête d'un air sombre. Ils ont montré leur jeu plus tôt que prévu. C'est leur erreur. Il se tourna vers l'officier des communications. Contactez le général Hulon au Pentagone. Nous avons besoin de l'autorisation des chefs d'état-major interarmés pour l'opération Tempête Juste. La réponse de Washington DC arriva en quelques minutes,
un niveau d'urgence qui reflétait à la fois le statut de Washington et la gravité de la détention d'une générale 4 étoiles par des forces de l'ordre locales armées. Le cadre juridique avait été établi des semaines plus tôt lorsque l'enquête avait commencé, permettant une intervention militaire dans ce qui serait normalement une affaire civile. Le général Ulan apparut sur l'écran principal, son expression grave. « Colonel Rivera, nous recevons la transmission de la balise du général Washington. Le président a été informé. Vous avez l'autorisation d'exécuter l'opération Tempête juste avec toutes les ressources. » Cette autorisation extraordinaire reflétait la nature unique de la situation, un général militaire illégalement détenu par une police locale corrompue avec une motivation raciale documentée. Rivera se dirigea vers la table de planification tactique où son personnel était déjà réuni. Le lieutenant-colonel Harris prépara 3 hélicoptères Black Hawk pour un déploiement immédiat. « Major Rodriguez, je veux que votre équipe des forces spéciales soit équipée pour l'extraction urbaine. Capitaine Willis, votre équipe cybernétique a 1 heure pour pénétrer l'infrastructure numérique du comté de Méridian. » La pièce bourdonnait d'une activité ciblée alors que des dizaines de personnels militaires se mobilisaient pour une opération qui serait sans précédent dans l'histoire américaine moderne. Les écrans muraux affichaient différents aspects de la réponse en cours de développement, des images satellites du comté de Méridian, des dossiers du personnel des officiers corrompus, des plans des bâtiments de la station de police et des bâtiments municipaux, et le flux audio continu de la montre de Washington. L'équipe tactique d'élite de 5 personnes de Washington, qui en était au dernier jour de formation spécialisée, fut immédiatement rappelée et briefée. Dirigée par le sergent-chef Devin Clark, ancien opérateur de la Delta Force avec 15 ans d'expérience dans les opérations spéciales. L'équipe avait été personnellement sélectionnée par Washington pour ses compétences exceptionnelles et sa loyauté inébranlable. Ils ont franchi une ligne qu'ils ne peuvent pas franchir, déclara Clark d'un air sombre alors qu'il examinait les transcriptions audio. Permission de déployer avec le maximum de ressources tactiques, monsieur? Rivera hocha la tête. Autorisé. Votre équipe sera la pointe de la lance. L'objectif principal est de sécuriser le général Washington. Le secondaire est la préservation des preuves. Le tertiaire est la détention des auteurs. Alors que l'équipe de Clark préparait son équipement spécialisé, l'aspect technologique de l'opération prenait forme au centre de commandement cybernétique. Le capitaine Willis et son équipe de hackers militaires avaient déjà contourné les systèmes de sécurité obsolètes du comté de Méridian, obtenant l'accès aux communications de la police, aux caméras de surveillance et aux dossiers numériques. « Monsieur, nous sommes dans leur système », rapporta Willis. « Nous avons localisé des preuves de corruption systématique, des dossiers financiers montrant des détournements de fonds, des rapports d'arrestation falsifiés ciblant les résidents noirs et des communications numériques discutant explicitement des politiques de profilage racial. » Rivera étudia les preuves apparaissant sur son écran. Téléchargez tout, créez plusieurs sauvegardes sécurisées. Il ne s'agit plus seulement de secourir la générale. Il s'agit de démanteler un système corrompu entier. Dans l'armurerie, l'équipe de Clark sélectionnait un équipement qui équilibrait une force écrasante avec une application précise. Leur chargement comprenait des options non létales aux côtés de l'équipement de combat standard, reconnaissant le territoire juridique compliqué du personnel militaire potentiellement confrontant les forces de l'ordre américaines. Les règles d'engagement standard s'appliquent, rappela Clark à son équipe. Nous sommes autorisés à détenir, mais pas à engager létalement à moins de faire face à une menace létale imminente. Pendant ce temps, la division de renseignement avait étendu sa surveillance du comté de Méridian, identifiant les lieux clés et la résistance potentielle. Monsieur, nous avons identifié 17 officiers directement impliqués dans le cercle intérieur du chef Miller, rapporta le major Daniels. Nous avons également la confirmation que le maire Thompson est complice sur la base de communication interceptée dans la dernière heure. Les hélicoptères étaient en cours de préparation sur le tarmac. Ils bénéficiaient de modifications spéciales, y compris une suppression sonore améliorée pour permettre une approche quasi silencieuse. Les pilotes, sélectionnés parmi le régiment d'aviation des opérations spéciales élite 160e, examinèrent les points d'insertion et les routes d'extraction, planifiant plusieurs contingences. Alors que les ressources physiques étaient mobilisées, Rivera maintint une communication constante avec Washington via la transmission unidirectionnelle de sa montre. Bien qu'elle ne puisse pas l'entendre, il lui fournissait des mises à jour comme si elle le pouvait, une habitude formée après des années de communication de combat. Maintenez votre position, général. Les ressources se déploient dans l'heure. Nous avons tout ce qu'ils disent enregistré. La cavalerie arrive. La portée de l'opération continua de s'étendre à mesure que de nouvelles preuves de corruption émergeaient.
Ce qui avait commencé comme une mission de sauvetage évoluait vers quelque chose de plus complet, une intervention fédérale dans un gouvernement local profondément corrompu. Au moment où Washington était ramené à son véhicule, Rivera avait rassemblé une force de plus de 100 personnels spécialisés, 3 hélicoptères, plusieurs véhicules terrestres et un plan tactique complet approuvé au plus haut niveau du gouvernement américain. Du Pentagone, le général Ulan confirma la nature sans précédent de la réponse. Colonel, le président a personnellement approuvé cette opération. Le FBI a été informé mais a reçu l'instruction de se retirer jusqu'à ce que votre équipe sécurise la situation immédiate. Vous avez pleine autorité opérationnelle. Rivera reconnut l'énorme responsabilité que cela impliquait, puis se tourna pour s'adresser à l'état-major réuni. Ce qui se passera dans les prochaines 24 heures sera étudié dans les académies militaires pendant des décennies. Nous allons exécuter une opération de précision sur le sol américain contre des forces de l'ordre corrompues. Nos actions doivent être irréprochables. Nos preuves irréfutables. Notre conduite impeccable. Pendant qu'il parlait, le premier Black Hawk décolla du tarmac, suivi par le second et le troisième en formation précise. Le ciel nocturne les engloutit alors qu'ils viraient vers le nord, leurs systèmes furtifs avançaient les rendant presque invisibles. L'opération Tempête Juste était maintenant en cours, une réponse militaire massive à un département de police corrompu qui avait commis l'erreur critique d'humilier une générale 4 étoiles. Derrière eux, dans le centre d'opération tactique, le flux audio de la montre de Washington capta sa voix calme se parlant à elle-même une fois seule dans son véhicule. Confirmer l'exécution de l'opération Tempête Juste sous mon autorité. Identification des cibles complète. Preuves sécurisées. Prête pour la phase 2. La machine militaire qu'elle avait construite et commandée pendant des décennies se déplaçait maintenant avec un élan imparable, précisément comme elle l'avait prévu. La berline banalisée avançait lentement sur les routes de terre du comté de Méridian alors que le général Washington s'éloignait de la clairière. Son uniforme souillé et sa dignité agressée, mais sa détermination durcie à une précision de diamant. 2 voitures de police flanquaient son véhicule, l'une devant et l'autre derrière, les officiers à l'intérieur maintenant une vigilance narquoise alors qu'ils l'escortaient jusqu'à la ligne du comté. Dans son rétroviseur, Washington pouvait voir l'officier Dawson parler avec animation à sa radio, rapportant probablement leur intimidation réussie au chef Miller. Ce qu'il ne pouvait pas voir, c'est la transformation subtile se produisant derrière l'expression calme de Washington, le commandant tactique refaisant surface après la période nécessaire de patience stratégique. Ses doigts tapotaient doucement le volant selon un schéma qui pourrait paraître nerveux à un observateur, mais qui était en fait une séquence codée, activant des fonctions spécifiques dans sa montre. L'appareil répondit par une vibration presque imperceptible, confirmant que toutes les preuves de 3 heures avaient été transmises, enregistrées et cataloguées comme preuves. Alors que son véhicule approchait de la ligne du comté, la voiture de police de tête se rangea sur le bas-côté. L'officier Wilson en sortit avec un salut exagéré. Fin de la ligne, général. Ne vous pressez pas pour revenir, vous entendez. Washington ralentit mais ne s'arrêta pas, ses yeux rencontrant ceux de Wilson avec un regard si stable que son sourire moqueur vacilla un instant. Elle catalogua son visage, son nom et ses actions spécifiques avec la même précision qu'elle avait appliquée aux combattants ennemis dans les zones de guerre. La voiture de patrouille de queue alluma ses gyrophares dans une dernière démonstration de dominance avant de faire demi-tour vers la ville, laissant Washington seul sur l'autoroute déserte. Ce n'est qu'alors qu'elle s'arrêta sur un point de vue isolé, s'assurant qu'il n'y avait pas de surveillance avant d'activer son téléphone satellite sécurisé. L'appel se connecta instantanément à Fort Benning. Rivera, rapport de situation. Ordonna-t-elle, sa voix ne trahissant aucun inconfort physique après des heures attachées à l'arbre. La voix du colonel Rivera résonna avec une clarté cristalline. L'opération Tempête Juste est pleinement autorisée et les ressources sont en vol, général. État à votre position, 17 minutes. Nous avons 3 heures de preuves transmises sécurisées sur plusieurs serveurs. Le président a été informé. Washington hocha la tête. Les pièces se mettaient en place exactement comme elle l'avait anticipé. Excellent. Mettez en œuvre la phase 2 immédiatement. Je veux des équipes en position avant que Miller ne puisse détruire des preuves ou se coordonner avec le maire. Elle décrivit des ajustements tactiques spécifiques basés sur les informations qu'elle avait recueillies pendant sa captivité, identifiant des vulnérabilités jusqu'alors inconnues dans les procédures du département de police. Le chef Miller rentre chez lui vers 21h. Il transporte un disque dur externe contenant ce qu'il croit être une assurance contre une enquête fédérale. C'est notre cible principale de preuve, à côté de la salle des serveurs du département.
Rivera reconnu les renseignements, mettant à jour les paramètres de l'opération en temps réel. Votre équipe d'extraction est à 4 minutes, général. Avez-vous besoin d'une attention médicale immédiate? Washington jeta un coup d'œil aux brûlures de corde sur ses poignets, la seule preuve visible de son épreuve. Négatif. Procédez avec le calendrier opérationnel. Je vous rejoindrai au point de contrôle alpha dans 30 minutes. Elle raccrocha, s'accordant exactement 60 secondes de rage privée avant de canaliser cette émotion dans une planification froide et méthodique. L'humiliation qu'elle avait subie serait transformée en catalyseur d'une justice systématique, non seulement pour elle-même, mais pour chaque citoyen du comté de Méridian qui avait souffert sous le régime corrompu de Miller. 27 minutes plus tard, Washington entra dans une chambre de motel anonyme à 16 km des limites du comté où son équipe avancée avait établi un poste de commandement temporaire. Le sergent-chef Clark se mit au garde-à-vous, son expression révélant un choc momentané face à l'apparence désordonnée du général avant que la discipline professionnelle ne reprenne le dessus. Prêt à exécuter vos ordres, général, rapporta-t-il alors que Washington se dirigeait directement vers l'affichage tactique montrant les positions en temps réel de leurs ressources autour du comté de Méridian. Toutes les équipes sont en position. La division cybernétique a désactivé les communications du département de police et les a remplacées par nos canaux surveillés. Ils croient parler entre eux, mais tout est acheminé par nos systèmes. Washington hocha la tête d'un air approbateur, acceptant l'uniforme frais qu'une lieutenant lui tendit. Je vais me changer rapidement. Lancez la phase 3 à mon signal. Pendant que Washington retrouvait sa pleine prestance militaire, avec ses 4 étoiles et ses rubans de combat, l'opération autour d'elle s'accélérait en un mouvement précisément coordonné. 3 hélicoptères militaires planaient silencieusement à des points stratégiques entourant le comté de Méridian. Leur technologie furtive avancée les rendait invisibles aux détections conventionnelles. Des équipes des forces spéciales infiltrèrent des lieux clés, la salle des serveurs du poste de police, la salle d'épreuves, la résidence du chef Miller et le bureau du maire Thompson. L'équipe cybernétique avait complètement compromis l'infrastructure numérique du comté de Méridian, obtenant l'accès à des décennies de documentation corrompue. Ce que Washington vit sur les affichages tactiques confirma ses soupçons. La corruption était encore plus étendue que ce qui avait été initialement estimé, avec des preuves de violation des droits civiques remontant à près de 30 ans. Monsieur, nous avons localisé des dossiers détaillant le ciblage systématique des résidents noirs, rapporta le capitaine Willis via le canal sécurisé. Quota d'arrestation par race, procédure de preuves falsifiées et incitation financière liée au taux d'incarcération des citoyens minoritaires. L'expression de Washington se durcit. Téléchargez tout. Créer des sauvegardes triples sur des serveurs distincts. Je veux une documentation de niveau forensique qui résistera à tout examen judiciaire. Elle se tourna vers le sergent-chef Clark. Statut du chef Miller? Clark vérifia le flux en direct de l'équipe de surveillance toujours au Country Club The Hawks avec le maire Thompson. Ils semblent célébrer. Ils ont consommé une quantité considérable d'alcool et devraient partir dans environ 20 minutes. Washington s'autorisa le plus bref des sourires. Parfait. Ils croient avoir gagné. C'est exactement là où nous les voulons. Elle fit un geste décisif vers la carte tactique. Exécutez la phase 3. Les cibles principales sont Miller et son cercle intérieur de 5 officiers. Les cibles secondaires sont le maire Thompson et le juge Harrison. Tous doivent être détenus simultanément pour éviter toute alerte ou destruction de preuves. L'opération se déroula avec une précision militaire. Alors que le SUV du chef Miller entrait dans son allée à exactement 21h17, il fut accueilli par 4 opérateurs des forces spéciales qui émergèrent des ombres si complètement qu'ils semblèrent se matérialiser de l'obscurité elle-même. Sa tentative d'atteindre son arme fut contrecarrée avant que sa main ne bouge de 7 cm. Ses réflexes engourdis par l'alcool ne faisant pas le poids face à l'entraînement militaire d'élite. À travers la ville, des scènes similaires se déroulèrent au domicile de chaque officier corrompu. Le maire Thompson, sortant de sa douche, trouva 2 opérateurs dans sa salle de bain, l'un tenant des documents détaillant des comptes offshore liés à des stratagèmes de pots de vin pénitentiaires. Le juge Harrison fut détenu alors qu'il signait des mandats falsifiés dans son bureau à domicile. Les preuves d'inconduite judiciaire sécurisées en temps réel. Les officiers de nuit du poste de police se retrouvèrent encerclés par des forces spéciales qui apparurent simultanément à toutes les sorties. L'opération fut si précisément exécutée qu'aucune alarme ne fut déclenchée. Dans les 47 minutes suivant l'ordre de Washington, toutes les cibles primaires et secondaires étaient sécurisées,
et des montagnes de preuves étaient transportées vers des véhicules militaires sécurisés. Washington elle-même, maintenant en uniforme de cérémonie avec ses 4 étoiles bien en évidence, attendait dans le salon du chef Miller, assise calmement dans son fauteuil en cuir préféré quand il fut amené menotté et toujours désorienté par la rapidité de sa détention. Ses yeux s'écarquillèrent de choc sincère, le voile d'alcool se dissipant instantanément à la vue de la femme qu'il avait humiliée quelques heures plus tôt, rayonnant maintenant de la pleine autorité de son commandement. « Bonjour encore, chef Miller, dit Washington, sa voix portant le poids d'une certitude absolue. Je crois que nous avons des affaires en suspens à discuter. » Le visage de Miller traversa plusieurs émotions, incrédulité, peur, puis une bravade désespérée. « C'est illégal. Vous n'avez aucune juridiction ici. C'est une affaire de police civile. » Washington se leva, s'approchant de lui à pas mesurés. En fait, la détention d'un officier militaire fédéral sous couvert d'autorité, accompagnée de violations documentées des droits civiques, crée des autorités juridictionnelles très spécifiques. Mais ne discutons pas de technicalité juridique. Elle désigna la table basse où des photographies étaient étalées, Miller lors de rassemblements du clan dans sa jeunesse, des documents d'altération de preuves, des dossiers financiers montrant des schémas de détournement de fonds. Vous avez commis une erreur critique aujourd'hui, au-delà des échecs moraux évidents. Vous n'avez pas reconnu que la technologie militaire a bien progressé au-delà de vos brouilleurs de signal et de vos tactiques d'isolement rural. Elle leva sa montre. Ceci a tout transmis, chef Miller. Chaque mot, chaque menace, chaque insulte raciale. Le président lui-même a entendu votre voix expliquant comment votre grand-père m'aurait fait frotter les sols au lieu de donner des ordres à de vrais soldats. La couleur quitta le visage de Miller alors que toutes les implications devenaient claires. Son empire, bâti sur des décennies de corruption et d'oppression raciale, avait été démantelé en une seule nuit. Dehors, le bruit des hélicoptères devint plus fort alors que des ressources militaires supplémentaires sécurisaient la ville. L'opération était entrée dans sa phase publique, les habitants du comté de Méridian se réveillant devant la vue sans précédent de véhicules militaires dans leurs rues, une réponse justifiée à la corruption qui les avait opprimés pendant des générations. Washington s'approcha de Miller, sa voix baissée pour ses seules oreilles. L'arbre où vous m'avez attaché, je vais en faire une plaque commémorative pour le nouveau quartier général de la police. Un rappel que la justice finit par arriver pour tout le monde, peu importe à quel point il se croit intouchable. Auriez-vous tenu bon face à une corruption aussi écrasante? Ou auriez-vous reculé pour protéger votre carrière? Commentez numéro 1 si vous pensez que le général Washington a fait le bon choix en recueillant des preuves avant de riposter, ou commentez numéro 2 si vous pensez qu'elle aurait dû appeler des renforts militaires immédiatement. Cliquez sur le bouton j'aime si vous ressentez la satisfaction de voir la justice sur le point d'être rendue, et abonnez-vous pour voir plus d'histoires de courage remarquables face à des obstacles écrasantes. Comment pensez-vous que les citoyens du comté de Méridian réagiront lorsqu'ils se réveilleront pour découvrir que l'armée a pris le contrôle de leur ville? Découvrons-le alors que cette histoire de justice continue. L'aube peignit le ciel de teintes ambrées et dorées alors que le comté de Méridian s'éveillait à une réalité fondamentalement altérée du jour au lendemain. La présence militaire se matérialisa avec une précision stratégique telle que la plupart des résidents dormirent pendant toute l'opération, inconscients qu'au lever du soleil, tous les fonctionnaires corrompus qui avaient terrorisé leur communauté pendant des décennies étaient déjà en détention. 3 hélicoptères Black Hawk maintinrent leur position à des points clés autour du comté. Leur présence était à la fois rassurante et avertissante. Des véhicules militaires avec l'insigne de l'armée des États-Unis établirent des points de contrôle aux principales intersections, tenus par des soldats dont le professionnalisme contrastait fortement avec les tactiques d'intimidation du régime de Miller. Au poste de police, Washington se tenait dans la salle des opérations principales, maintenant transformée en centre de commandement militaire. Des écrans affichaient la surveillance en temps réel du comté, les canaux de communication et les stations de traitement des preuves où des équipes de spécialistes du renseignement militaire cataloguaient des décennies de corruption. Le colonel Rivera s'approcha avec une tablette affichant les conclusions préliminaires. Général, nous n'avons fait qu'effleurer la surface, mais ce que nous avons trouvé est plus troublant que les estimations initiales. Plantage systématique de preuves dans des affaires impliquant des accusés noirs, dossiers financiers montrant des millions détournés de subventions fédérales, et documentation d'au moins 7 décès suspects classés comme accidents ou suicides qui semblent être des homicides impliquant la police. Washington étudia l'information avec la même intensité concentrée qu'elle apportait aux évaluations sur le champ de bataille. Étendez l'enquête au comté voisin. L'opération de Miller s'étend probablement au-delà des frontières de Méridian.
Son intuition s'avéra correcte lorsque la criminalistique numérique découvrit une communication entre le chef Miller et la direction de la police dans 3 comtés adjacents, révélant un réseau régional de corruption. L'équipe cybernétique militaire dirigée par le capitaine Willis avait contourné les communications chiffrées pour découvrir des preuves que des fonctionnaires de l'État étaient complices dans la dissimulation des violations des droits civiques. Général, nous avons trouvé des communications entre le juge Harrison et le bureau du procureur général de l'État, rapporta Willis. Ils enterrent systématiquement les plaintes fédérales concernant le profilage racial depuis au moins 15 ans. Washington hocha la tête d'un air sombre. Documentez tout. Il ne s'agit pas seulement de nettoyer un département. Nous exposons tout un système. À l'extérieur de la station, les résidents locaux se rassemblaient en nombre croissant. Leur peur initiale céda la place à un espoir prudent alors qu'ils réalisaient la nature de l'intervention. Washington avait anticipé cette réponse, déployant des officiers de liaison communautaire spécialement formés à l'engagement civil lors d'opérations nationales. Ces officiers, principalement des militaires noirs et hispaniques qui comprenaient les expériences de la communauté, fournirent des informations et des assurances plutôt que de l'intimidation. La précision de l'opération militaire impressionna même les officiers locaux les plus expérimentés non impliqués dans la corruption. Le sergent Lewis, un vétéran de 20 ans qui avait tenté de signaler les abus de Miller des années auparavant, pour n'être menacé de silence, observa avec admiration professionnelle les équipes des forces spéciales traiter les preuves avec un soin méticuleux. « Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça », confessa-t-il au colonel Rivera. « C'est comme regarder une machine parfaite. » Rivera s'autorisa un petit sourire. « Le général Washington a conçu cette opération personnellement, sergent. Elle ne croit pas aux demi-mesures. Les raids avant l'aube avaient livré des preuves extraordinaires au-delà de ce que Washington avait anticipé. Au domicile du chef Miller, les forces spéciales découvrirent une pièce cachée contenant des trophées pris aux victimes de la brutalité policière, des effets personnels, des photographies, et, de manière troublante, des registres détaillés décrivant les leçons enseignées à des résidents noirs spécifiques qui s'étaient écartés du droit chemin. La résidence du maire Thompson livra des informations sur des comptes offshore montrant des pots de vin de la société de prison privée qui incitaient spécifiquement à l'arrestation et à la condamnation d'hommes noirs âgés de 18 à 35 ans. Les dossiers méticuleux du juge Harrison, ironiquement conservés pour se protéger précisément de ce scénario, fournirent le dernier maillon de la chaîne de preuves, documentant les efforts coordonnés entre le pouvoir judiciaire, les forces de l'ordre et le gouvernement local pour maintenir un système d'oppression raciale déguisé en loi et ordre. Alors que le matin se levait pleinement sur le comté de Méridian, Washington convoqua son premier briefing communautaire, comprenant que la transparence serait essentielle pour rétablir la confiance. L'hôtel de ville, habituellement réservé aux fonctions gouvernementales qui excluaient la plupart de la population, était ouvert à tous les citoyens. Washington se tenait devant une communauté qui avait souffert pendant des générations d'abus. Son uniforme représentait à la fois l'autorité de changer leur situation et un système qui avait souvent échoué à les protéger. « Je m'appelle le général Amara Washington », commença-t-elle, sa voix portant le commandement naturel qui avait mené des troupes au combat. À partir de 4 heures ce matin, l'armée des États-Unis, agissant sous l'autorité fédérale avec l'autorisation présidentielle, a assumé la supervision temporaire des fonctions d'application de la loi et judiciaire du comté de Méridian. Un murmure parcourut la foule, un mélange d'incrédulité et d'espoir prudent. Cette action fait suite à la découverte de violations étendues des droits civiques, de corruption et de conspiration criminelle au sein de votre gouvernement local. Le chef Vernon Miller, le maire Robert Thompson, le juge William Harrison et 17 policiers sont actuellement en détention militaire en attendant des accusations fédérales. Elle fit une pause, permettant à l'ampleur de cette déclaration de s'enregistrer. Pour de nombreux résidents qui avaient vécu toute leur vie sous le régime oppressif de Miller, le concept de responsabilité réelle semblait presque incompréhensible. Je comprends votre scepticisme, continua Washington, s'adressant aux doutes tacites évidents sur de nombreux visages. Beaucoup d'entre vous ont déjà reçu des promesses de justice, pour voir ces promesses brisées. Aujourd'hui, je ne fais pas de promesses. Je vous montre des résultats. Elle désigna les écrans derrière elle, affichant des résumés de preuves de la corruption sans révéler de détails sensibles sur les cas qui pourraient compromettre les poursuites. Cette opération ne vise pas seulement à destituer les fonctionnaires corrompus. Il s'agit de reconstruire un système qui fonctionne pour tous les citoyens, quelle que soit leur race. Le briefing se poursuivit avec le colonel Rivera expliquant la structure opérationnelle temporaire, y compris un comité de surveillance communautaire en cours de création avec des représentants de tous les quartiers.
Le capitaine Willis décrivit le processus de récupération des preuves numériques et les garanties en place pour éviter toute falsification ou perte. Tout au long de la présentation, Washington observa la réaction de la communauté, notant le passage progressif de l'incrédulité à l'engagement alors que les résidents commençaient à poser des questions et même à offrir des informations sur d'autres abus qu'ils avaient constatés ou subis. En milieu d'après-midi, l'opération militaire s'était étendue sur la base des renseignements communautaires avec des équipes des forces spéciales sécurisant des preuves dans des lieux que les résidents identifiaient comme des sites de violation particulièrement flagrantes. Un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville, signalé par plusieurs membres de la communauté, livra des preuves d'interrogatoire non autorisées et de possibles tortures menées par le cercle intérieur de Miller. Washington supervisa personnellement cette expansion, s'assurant que les procédures de chaîne de garde étaient impeccablement maintenues pour éviter toute contestation légale des preuves. La précision et le professionnalisme de la réponse militaire créèrent leur propre impact psychologique. Les officiers non impliqués dans la corruption observèrent les équipes de Washington démontrer ce que la véritable application de la loi devrait être, méthodique, respectueuse, basée sur des preuves et complètement aveugle aux considérations raciales. Plusieurs de ces officiers approchèrent Washington tout au long de la journée, offrant leur coopération et exprimant leur soulagement que le système auquel ils avaient participé à contre-cœur soit enfin démantelé. Au crépuscule, l'onde de choc initiale s'était transformée en une réponse structurée. Les renseignements militaires avaient compilé des profils complets de chaque fonctionnaire détenu, identifiant leur rôle spécifique dans le système corrompu. Les équipes de récupération des preuves avaient sécurisé plus de 70 téraoctets d'informations numériques et des milliers de documents physiques. La division cybernétique avait cartographié l'ensemble du réseau de communication entre les fonctionnaires corrompus à travers 4 comtés et jusqu'au gouvernement de l'État. Plus important encore, la confiance de la communauté était rétablie grâce à une communication cohérente et transparente et à la destitution visible des fonctionnaires qui avaient terrorisé les résidents pendant des décennies. Dans ces quartiers temporaires, établis dans le bureau du maire, Washington examina les progrès de la journée avec son état-major. Son endurance était remarquable malgré avoir été physiquement contrainte et psychologiquement agressée moins de 24 heures auparavant. Demain, nous commençons la phase 2, leur annonça-t-elle, faisant référence au plan de transition qu'elle avait élaboré pour reconstruire les structures de gouvernance du comté de Méridian. Le colonel Rivera supervisera la collecte continue des preuves. Le major Daniels commencera l'identification des leaders communautaires pour d'éventuels postes par intérim. Capitaine Willis, je veux un remplacement complet de l'infrastructure numérique, supprimant toutes les portes dérobées et les systèmes de surveillance utilisés pour cibler des quartiers spécifiques. Les officiers confirmèrent leur mission avec la confiance d'une équipe exécutant une opération parfaitement conçue. Alors qu'ils partaient pour mettre en œuvre leurs ordres, Rivera resta en arrière. L'inquiétude était évidente dans son expression. « Général, le service médical a demandé que vous vous présentiez pour un examen. Protocole standard après des situations de détention. » Washington s'autorisa un petit sourire, noté, « Colonel. Je m'y conformerai après le briefing du matin. » Elle se tourna vers la fenêtre, observant les rues paisibles maintenant protégées par la même force militaire que les fonctionnaires corrompus avaient moqué la veille. Parfois, la justice exige un sacrifice personnel, Rivera. Chaque minute où j'ai retardé une réponse directe a fourni plus de preuves et protégé cette opération des contestations juridiques. Rivera hocha la tête avec compréhension. L'arbre, général. Votre commentaire à Miller concernant l'éventualité d'en faire une plaque, était-ce une guerre psychologique ou une intention réelle? L'expression de Washington ne révéla rien, mais sa voix portait une certitude absolue. Les deux, colonel. Cet arbre restera un rappel après que nous aurons accompli cette mission. Certaines leçons devraient être commémorées de manière permanente. Le soleil monta haut sur le comté de Méridian le 2e jour de l'opération Tempête Juste, illuminant une communauté en pleine transformation profonde. Des citoyens qui avaient vécu sous des générations de forces de l'ordre oppressif sortirent de chez eux pour assister à des patrouilles ordonnées de véhicules militaires, à des équipes des forces spéciales sécurisant des sites de preuves supplémentaires, et, de manière la plus significative, à la destitution de fonctionnaires corrompus de positions de pouvoir qu'ils avaient crues permanentes. Au département de police, qui servait désormais de centre de commandement des opérations, le général Washington s'adressa à une salle remplie de journalistes des réseaux nationaux. Leur présence garantissait que ce qui s'était passé dans le comté de Méridian ne resterait plus caché à l'examen public. Ce que nous avons découvert n'est pas simplement de la corruption, déclara Washington, sa présence imposante attirant une attention totale.
C'est une application systématique de deux normes de justice distinctes basées explicitement sur la race, appliquées par l'intimidation, la violence et la perversion délibérée de l'autorité légale. Derrière elle, des écrans affichaient des résumés de preuves, soigneusement sélectionnés pour démontrer l'étendue de la corruption sans compromettre l'enquête en cours. Les dossiers financiers révélaient des millions détournés de programmes communautaires vers des comptes privés. Les statistiques d'arrestation montraient que les résidents noirs étaient 11 fois plus susceptibles d'être accusés de crimes graves que les résidents blancs commettant les mêmes infractions. Les communications internes exposaient des politiques de ciblage racial explicites déguisées en initiatives de sécurité communautaire. Les questions des journalistes fusèrent rapidement, reflétant la nature sans précédent de l'intervention militaire dans l'application de la loi civile. Général Washington, pouvez-vous commenter les rapports selon lesquels vous avez personnellement subi de la discrimination raciale de la part de fonctionnaires de Meridian, demanda un correspondant de CNN. La réponse de Washington fut mesurée mais puissante. Hier, j'ai été illégalement détenue, physiquement contrainte et soumise à des épithètes raciales par des officiers qui ont explicitement déclaré que mon grade militaire ne signifiait rien à cause de ma race. Cette expérience, bien que personnellement difficile, a fourni des preuves irréfutables de pratiques institutionnelles qui ont victimisé d'innombrables citoyens pendant des décennies. Un journaliste du Washington Post souleva la question juridique qui planait sur l'opération. Quelle autorité permet aux forces militaires de détenir des fonctionnaires civils sur le sol américain ? Washington avait anticipé cette question critique. La détention d'un officier militaire fédéral sous couvert d'autorité, combinée à des violations documentées des droits civiques, crée des autorités juridictionnelles spécifiques en vertu de la section 242 du titre 18 du Code des États-Unis. De plus, l'autorisation présidentielle a été accordée après confirmation que les forces de l'ordre local se livraient à une privation systématique des droits constitutionnels. Cette opération a été examinée et approuvée au plus haut niveau des trois branches du gouvernement. Alors que la conférence de presse se terminait, Washington passa à sa prochaine priorité, rencontrer les officiers honnêtes qui avaient été marginalisés ou intimidés au silence sous le régime de Miller. Le sergent Terrence Lewis, un vétéran de 23 ans qui avait tenté de signaler la corruption 3 fois pour n'être confronté qu'à des représailles, présenta à Washington des dossiers qu'il avait secrètement conservés pendant des années. « J'ai gardé des copies de tout, général », expliqua Lewis, sa voix portant le poids d'une vérité longtemps supprimée. Des contrôles routiers où Miller nous ordonnait de planter des preuves. Des arrestations où des accusations étaient fabriquées. Des affaires où des preuves favorables aux accusés noirs disparaissaient mystérieusement. Washington examina la documentation avec une attention concentrée. Sergent Lewis, votre courage à maintenir ces dossiers malgré les risques personnels démontre les principes les plus élevés de l'application de la loi. J'aimerais que vous travailliez directement avec le colonel Rivera pour identifier d'autres officiers ayant une intégrité similaire. Tout au long de la journée, des leaders communautaires arrivèrent au centre de commandement, beaucoup entrant dans le poste de police pour la première fois sans crainte. Le pasteur Michael Johnson de la First Baptist Church, qui avait organisé des programmes de surveillance des droits civiques pour n'être confronté qu'à des menaces contre sa congrégation, apporta une documentation de 300 cas de harcèlement policier s'étalant sur 15 ans. Amelia Carter, directrice de la East Side High School, majoritairement noire, fournit des preuves de la façon dont les officiers de ressources policières avaient criminalisé des comportements adolescents normaux exclusivement lorsqu'ils impliquaient des étudiants noirs, créant des casiers judiciaires précoces qui limitaient les opportunités futures. La révélation la plus significative vint d'une source inattendue. Julia Martinez, une employée de saisie de données au bureau des archives du comté, approcha un officier de liaison militaire avec des informations sur une base de données propriétaire maintenue séparément des systèmes officiels. C'est ce qu'on appelle le protocole de traitement spécial, expliqua-t-elle au capitaine Willis. Il suit les citoyens qui ont été désignés pour une application renforcée. Près de 98% sont des résidents noirs qui n'ont rien fait d'autre que de remettre en question l'autorité ou de tenter d'exercer leurs droits fondamentaux. La base de données contenait des milliers de noms, y compris des leaders communautaires, des propriétaires d'entreprises prospères, des éducateurs et même des enfants aussi jeunes que 12 ans, désignés comme de futurs problèmes uniquement sur la base de la race et de l'attitude perçue envers l'autorité. Cette découverte fournit la preuve irréfutable qui reliait les actes individuels de corruption à un système complet conçu spécifiquement pour opprimer les citoyens noirs qui montraient un potentiel de réussite économique ou de leadership communautaire. Washington examina personnellement la base de données, sa discipline militaire contenant à peine sa réaction en voyant des enfants classés pour harcèlement futur sur la base de rien d'autre que l'assertivité ou la promesse académique. Cela se termine aujourd'hui, déclara-t-elle avec une intensité calme.
Chaque personne sur cette liste sera notifiée, et cette base de données sera présentée comme preuve principale dans les poursuites fédérales pour violation des droits civiques. Alors que la soirée approchait, Washington reçut une communication urgente du Pentagone. Les preuves du comté de Méridian avaient déclenché des enquêtes plus larges dans 3 États, avec des schémas suggérant des réseaux de corruption similaires opérant dans toute la région. Ce qui avait commencé comme une enquête sur un département de police avait exposé un cancer qui avait métastasé à travers plusieurs juridictions, révélant l'une des conspirations les plus étendues en matière de droits civiques découvertes depuis l'ère des droits civiques. Lors d'une vidéoconférence sécurisée, le procureur général informa Washington qu'une task force conjointe était en cours de formation sous l'autorité fédérale avec ses conclusions préliminaires, servant de modèle pour les enquêtes dans 17 comtés à travers 3 États. Général Washington, déclara le procureur général, ce que vous avez découvert semble être la pointe de l'iceberg. Le président a autorisé des opérations étendues sur la base de vos preuves. Cela pourrait devenir l'une des interventions les plus significatives en matière de droits civiques de l'histoire américaine moderne. Washington reconnut l'ampleur de la situation avec une concentration caractéristique sur les priorités immédiates. Nous continuerons à sécuriser les preuves et à stabiliser le comté de Méridian tout en préparant des briefings complets pour la task force élargie. Une fois l'appel terminé, Washington sortit du centre de commandement, prenant un moment pour observer la communauté désormais sous sa protection. Les citoyens se déplaçaient dans les rues avec une différence notable de comportement. La peur oppressive qui avait caractérisé la vie quotidienne s'est visiblement estompée à mesure que la nouvelle des arrestations se répandait. De petits rassemblements se formaient sur les porches et dans les parcs, les gens discutant ouvertement des changements avec un espoir prudent qui représentait les premières fondations fragiles d'une confiance restaurée. Washington s'approcha d'un de ces rassemblements, se présentant non pas comme le général commandant une opération militaire, mais comme une fonctionnaire engagée pour la justice. Les résidents, initialement hésitants, partagèrent progressivement des histoires de traumatisme générationnel infligés par le système corrompu, d'opportunités refusées, d'une peur constante devenue si normalisée que beaucoup n'en avaient pas reconnu le poids avant son absence soudaine. Nous n'avons jamais pensé que ce jour viendrait, admit Robert Jackson, un résident de 65 ans dont le père avait été battu par la police pour avoir tenté d'inscrire des électeurs dans les années 1960. La famille de Miller a dirigé ce comté depuis l'époque de mon grand-père. Personne ne les a jamais affrontés et n'a gagné. Washington écouta avec une attention respectueuse, comprenant que la guérison de générations de traumatismes exigerait plus qu'une efficacité militaire. Elle exigerait une véritable connexion humaine et un engagement soutenu au changement. Ce n'est que le début, les assura-t-elle. Les systèmes qui ont permis cette corruption seront reconstruits avec votre participation. C'est votre communauté, et son avenir sera déterminé par vos voix, non par ceux qui ont abusé de leur pouvoir. Alors que la nuit tombait sur le comté de Méridian, l'ampleur de ce qui avait été découvert continuait de s'étendre. Les preuves pointaient vers un réseau de corruption si profondément enraciné et largement connecté que sa pleine exposition allait probablement remodeler le paysage politique et de l'application de la loi dans plusieurs États. Ce qui avait commencé comme une enquête sur un département de police avait exposé un cancer qui avait métastasé à travers plusieurs juridictions, révélant l'une des conspirations les plus étendues en matière de droits civiques découvertes depuis l'ère des droits civiques. Dans ces quartiers temporaires, Washington passa en revue les développements de la journée, se préparant pour le témoignage au Congrès prévu la semaine suivante. Les preuves étaient accablantes, les implications profondes, et l'opportunité d'un véritable changement systémique sans précédent. L'opération qu'elle avait conçue comme une réponse militaire précise à la corruption avait évolué vers quelque chose d'une signification historique, un moment décisif dans la lutte continue pour une justice égale devant la loi. Washington s'accorda un bref moment de réflexion, reconnaissant que son humiliation personnelle avait servi à un objectif plus grand qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Les officiers corrompus qu'il avait attachés à ce chêne, croyant démontrer leur pouvoir, avaient plutôt déclenché leur propre destruction et le démantèlement d'un système qu'ils pensaient intouchable. Parfois, pensa-t-elle, la justice exigeait des sacrifices avant de pouvoir être pleinement réalisée. Un mois après le début de l'opération Tempête Juste, le général Amara Washington se tenait devant la commission judiciaire du Sénat, son témoignage représentant l'aboutissement de l'intervention la plus étendue en matière de droit civique de l'histoire américaine moderne. La chambre de la commission devint silencieuse alors que Washington présentait des preuves qui s'étaient étendues bien au-delà du comté de Méridian, révélant des réseaux de corruption opérant dans 32 comtés de cet État. Ce qui a commencé comme une enquête sur un département de police, déclara Washington, sa voix portant la gravité de ce qui avait été découvert,
a exposé un système coordonné de discrimination raciale appliqué par une perversion délibérée de l'autorité légale. Ce système n'était pas le résultat d'un préjugé individuel, mais d'une conception intentionnelle, maintenue à travers les générations pour priver les citoyens américains de leurs droits constitutionnels uniquement sur la base de la race. Derrière Washington se tenaient des rangées de citoyens des communautés affectées. Leur présence garantissait que les statistiques et les preuves restaient liées à l'impact humain. Les membres de la commission, quelle que soit leur affiliation politique, parurent visiblement troublés par les preuves présentées, en particulier la base de données du protocole de traitement spécial qui avait explicitement ciblé les résidents noirs pour une application renforcée sans justification légale. Le sénateur James Morrison, président de la commission, se pencha en avant. Général Washington, votre expérience personnelle a déclenché cette enquête. Voudriez-vous partager cette expérience avec la commission? Washington raconta les événements avec une précision militaire, décrivant sa détention, les épithètes raciales utilisées par les officiers et la tentative systématique de l'humilier pour qu'elle abandonne l'enquête. Son témoignage, livré sans fioritures émotionnelles, portait une puissance extraordinaire précisément à cause de sa livraison mesurée. J'ai été ciblé non pas malgré mon grade mais à cause de lui, combiné à ma race, expliqua Washington. Le chef Miller et ses officiers ont explicitement déclaré que mes réalisations militaires ne signifiaient rien à cause de qui je suis. Ce n'était pas un incident isolé, mais le reflet d'une philosophie institutionnelle appliquée à d'innombrables citoyens sans mes ressources ou mon autorité pour réagir. L'impact national du témoignage de Washington résonna bien au-delà de la salle de la commission. À travers le pays, les départements de police furent soumis à un examen sans précédent, avec des enquêtes fédérales lancées dans 173 juridictions sur la base de schémas similaires à ceux découverts dans le comté de Méridian. Les législatures des États introduisirent une législation réformatrice abordant la surveillance, la responsabilité et les disparités raciales dans l'application de la loi. Les syndicats de police, traditionnellement résistants à l'examen externe, se retrouvèrent incapables de défendre l'indéfendable alors que les preuves d'abus systématiques devenaient publiques. Pendant ce temps, dans le comté de Méridian lui-même, la transformation se poursuivait sous une autorité transitoire. Washington avait nommé le sergent Terrence Lewis chef de police par intérim, ces décennies de résistance silencieuse à la corruption le rendant particulièrement qualifié pour reconstruire le département. Le bureau du maire fut temporairement occupé par le Dr Catherine Williams, une leader communautaire respectée dont la famille vivait dans le comté de Méridian depuis 5 générations. La position du juge Harrison resta sous l'autorité judiciaire fédérale, en attendant un examen complet des cas affectés par ces jugements biaisés. La transformation physique de la communauté correspondait à ces changements institutionnels. Le poste de police, autrefois une forteresse d'intimidation, avait été redessiné avec la contribution de la communauté pour créer des espaces transparents et accessibles qui mettent l'accent sur le service plutôt que sur le contrôle. Les schémas de patrouille avaient été redessinés sur la base de données criminelles réelles plutôt que de données démographiques raciales. Les officiers portaient désormais des caméras corporelles avec surveillance civile des enregistrements, et les procédures de plainte avaient été complètement restructurées pour garantir la responsabilité. 3 semaines après son témoignage au Congrès, Washington retourna dans le comté de Méridian, non plus en tant que commandante d'une opération militaire, mais en tant qu'invité d'honneur à la demande de la communauté. La place centrale, autrefois dominée par des monuments au passé confédéré du comté, présentait désormais un mémorial nouvellement commandé reconnaissant les victimes de la brutalité policière et des violations des droits civiques. Washington fut accueilli par un rassemblement de citoyens de tous les quartiers, leur présence collective représentant le démantèlement des frontières invisibles qui avaient ségrégué la communauté pendant des générations. Le chef Miller et ses associés firent face à une justice qui semblait inconcevable quelques mois plus tôt. Les procureurs fédéraux avaient déposé 147 chefs d'accusation criminels contre Miller seul, y compris des violations des droits civiques, l'altération de preuves, l'extorsion et la conspiration. Le maire Thompson avait accepté un accord de plaidoyer en échange de son témoignage contre des fonctionnaires de l'État impliqués dans le réseau de corruption. Le juge Harrison faisait face à des procédures pour inconduite judiciaire qui entraîneraient probablement la révision de milliers de cas entachés par ces jugements biaisés. Le procès avait attiré l'attention nationale, les experts juridiques décrivant les preuves comme accablantes et méticuleusement documentées. La corruption qui avait semblé intouchable pendant des générations était systématiquement démantelée par des processus juridiques qui avaient autrefois été utilisés comme une arme contre les membres les plus vulnérables de la communauté. Le développement le plus surprenant survint lors de la visite de Washington lorsque le président l'appela avec une nouvelle inattendue. « Général Washington », commença le président,
à la lumière de ce que vous avez découvert et de la manière exemplaire dont vous avez géré cette opération, j'établis une nouvelle task force fédérale sur la réforme policière complète. J'aimerais que vous la dirigiez. La nomination représentait une opportunité sans précédent d'aborder les problèmes systémiques au niveau national, appliquant les leçons du comté de Méridian pour transformer les pratiques d'application de la loi à travers le pays. Washington accepta le poste avec une concentration caractéristique sur des objectifs concrets plutôt que sur une signification symbolique. Monsieur le Président, j'aurais besoin d'une autorité opérationnelle qui traverse les frontières juridictionnelles traditionnelles et d'un accès direct aux ressources du ministère de la Justice, répondit-elle, cartographiant déjà la stratégie de changement institutionnel. L'accord du président cimenta le nouveau rôle de Washington en tant qu'architecte des réformes conçues pour garantir une protection égale devant la loi à tous les citoyens, quelle que soit leur race. Plus tard cet après-midi-là, Washington visita un site qui revêtait une signification particulière, le chêne massif où elle avait été attachée et humiliée. La clairière semblait différente, maintenant transformée d'un site d'abus secret en un espace ouvert de souvenirs et d'éducation. Comme elle l'avait promis au chef Miller lors de son arrestation, Washington avait commandé une plaque commémorative, bien que son message différât de ce à quoi il aurait pu s'attendre. Plutôt que de commémorer son expérience personnelle, la plaque honorait tous ceux qui avaient subi un traitement similaire sans les ressources nécessaires pour obtenir justice. L'inscription disait, sur ce site, la justice a été retardée, mais pas refusée. En mémoire de tous ceux qui ont enduré l'injustice en silence, leur dignité jamais diminuée par ceux qui ont abusé de leur autorité. Leur vérité sera maintenant entendue. Autour de l'arbre, Washington avait fait planter 300 jeunes arbres indigènes, chacun représentant un cas d'abus documenté découvert lors de l'enquête. Avec le temps, ces jeunes arbres deviendraient une forêt du souvenir, transformant un lieu de ténèbres en un témoignage vivant de résilience et de renouveau. Les membres de la communauté s'étaient rassemblés pour la cérémonie de dédicace. Beaucoup apportant des objets personnels pour créer une collection commémorative représentant leurs expériences sous le régime corrompu. Photographies de famille, documents juridiques de procédures injustes, journaux personnels enregistrant les indignités quotidiennes. Tout cela contribua à un puissant témoignage de survie malgré l'oppression systémique. Washington prit brièvement la parole lors de la cérémonie. Ses mots se concentrèrent sur l'avenir plutôt que sur le passé. Cet arbre a été témoin d'une humiliation destinée à imposer le silence, dit-elle à la communauté réunie. Aujourd'hui, il témoigne de voix qui ne pourront plus jamais être réduites au silence. La transformation de ce lieu reflète la transformation de votre communauté, d'une communauté dirigée par la peur à une communauté gouvernée par la justice. Alors que la soirée approchait, Washington rencontra le tout nouveau comité de surveillance communautaire du comté de Méridian, un groupe diversifié de résidents habilités à examiner les politiques policières, les pratiques d'embauche et les procédures de plainte. Leur autorité, établie par mandat fédéral, garantissait que les réformes mises en œuvre resteraient en place longtemps après la fin de l'intervention immédiate. Les systèmes que nous construisons ensemble doivent perdurer au-delà de tout individu, souligna Washington aux membres du comité. Le véritable changement se produit lorsque la justice devient institutionnalisée plutôt que dépendante de la personnalité ou du climat politique. La transformation de la communauté avait déjà donné des résultats mesurables. Les rapports d'inconduite policière avaient diminué de 87%. La confiance de la communauté, mesurée par des enquêtes indépendantes, montrait une amélioration significative dans toutes les données démographiques. Plus révélateur encore, les citoyens se disaient à l'aise d'approcher les officiers avec leurs préoccupations, un changement fondamental dans une communauté où la police avait longtemps été considérée comme des occupants plutôt que des protecteurs. Avant de quitter le comté de Méridian, Washington visita un dernier lieu, le palais de justice historique, où d'innombrables verdicts injustes avaient été rendus. Le bâtiment était en cours de reconversion en un centre de justice communautaire avec des ressources pour l'éducation juridique, la résolution de conflits et la défense des droits civiques. Dans le hall principal, Washington trouva Robert Jackson, le résident de 65 ans qui avait exprimé son incrédulité que le régime de Miller puisse un jour être renversé. Il était en train de faire visiter les lieux à des jeunes, leur expliquant la signification historique des changements dont ils étaient témoins. Général Washington, appela Jackson, son visage s'illuminant à son apparition. Je racontais justement à ces jeunes comment le courage d'une personne peut changer tout un système lorsqu'elle refuse d'accepter l'injustice. Washington lui serra chaleureusement la main. Ce n'était pas une seule personne, Monsieur Jackson. C'était chaque personne qui a maintenu sa dignité malgré les mauvais traitements, qui a documenté les abus malgré la peur,
qui a gardé espoir malgré des générations de déceptions. J'avais simplement l'autorité d'agir sur des vérités que cette communauté a préservées malgré une pression extraordinaire pour les oublier. Alors que Washington se préparait à partir pour Washington DC pour commencer son nouveau rôle, elle reçut un dernier briefing du colonel Rivera sur l'état de l'opération Tempête Juste. La phase militaire se terminait, passant à une surveillance fédérale civile qui se poursuivrait jusqu'à ce que toutes les juridictions affectées démontrent des réformes durables. Les preuves recueillies avaient déclenché des enquêtes qui se poursuivraient probablement pendant des années. Chaque révélation renforçait les protections constitutionnelles contre des abus similaires. Vous avez créé un plan qui sera étudié et mis en œuvre à l'échelle nationale, nota Rivera. Cette opération sera enseignée dans les académies militaires et les centres de formation policière comme un modèle d'intervention en matière de droit civique. Washington accepta cette évaluation avec une concentration caractéristique sur le travail restant à accomplir. La véritable mesure du succès n'est pas ce que nous avons démantelé, colonel, mais ce que la communauté construit à sa place. La justice n'est pas une opération ou un événement. C'est un engagement continu qui exige vigilance et participation. La scène finale de la visite de Washington dans le comté de Méridian eut lieu au lever du soleil le jour de son départ. Elle retourna seule à la clairière du chêne, maintenant officiellement désignée comme le parc du souvenir, et planta un arbre supplémentaire distinct de la forêt commémorative qui l'entourait. Cet arbre, un jeune chêne qui grandirait éventuellement pour égaler l'arbre témoin au centre de la clairière, elle le planta de ses propres mains, pressant fermement la terre autour de ses racines tendres. Une petite plaque à côté portait une simple inscription, de l'humiliation, la dignité, de l'oppression, la liberté, de l'injustice, la transformation. Que cette croissance ne s'arrête jamais. Alors que Washington s'éloignait du comté de Méridian vers sa nouvelle responsabilité nationale, le soleil illuminait le paysage différemment qu'il y a quelques mois. Les mêmes routes, bâtiments et arbres demeuraient, mais l'architecture invisible de l'oppression qui avait façonné la vie quotidienne avait été fondamentalement altérée. Les systèmes corrompus conçus pour maintenir les hiérarchies raciales avaient été exposés et démantelés, remplacés par des structures bâties sur la transparence, la responsabilité et la protection égale. La transformation du comté de Méridian représentait à la fois la justice retardée et la justice réinventée, un témoignage de la possibilité que des systèmes conçus pour opprimer puissent être reconstruits pour protéger. L'expérience de Washington, de l'humiliation liée à un chêne à l'élaboration d'une réforme policière nationale, incarnait une promesse américaine fondamentale trop souvent différée, que la dignité est inhérente, que la justice doit être universelle, et que la transformation est toujours possible lorsque la vérité est enfin entendue. Que feriez-vous si vous étiez témoin de corruption dans votre communauté? Auriez-vous le courage de vous lever comme le général Washington l'a fait? Commentez ci-dessous avec vos réflexions. Si cette histoire de justice et de transformation vous a inspiré, veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires puissantes et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'un changement positif est possible même face à une injustice profondément enracinée. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers l'une des histoires les plus remarquables de courage et de changement systémique. Rappelez-vous, comme le général Washington l'a démontré, parfois les plus grandes victoires viennent après les défis les plus difficiles. Cette histoire puissante nous rappelle que la justice, bien que parfois retardée, ne devrait jamais être refusée. L'expérience du général Washington démontre que même ceux qui occupent les plus hautes fonctions peuvent être confrontés à la discrimination, et pourtant, un véritable leadership consiste à transformer l'humiliation personnelle en un levier de changement systémique. Son courage, en choisissant de documenter l'injustice plutôt que de réagir immédiatement, a permis de créer des preuves irréfutables, capables de démanteler des générations entières de corruption et de pratiques oppressives. L'histoire nous rappelle que le racisme ne se manifeste pas toujours à visage découvert, il se dissimule souvent dans des systèmes soigneusement conçus pour paraître légitimes, respectables, et au-dessus de tout soupçon. Ce qui s'est produit dans le comté de Méridian n'était pas simplement une manifestation de préjugés individuels, mais bien une discrimination institutionnalisée, profondément enracinée dans l'application de la loi, les procédures judiciaires et la gouvernance locale. Ces systèmes ne prospèrent que grâce au silence imposé, à la peur entretenue, et à la croyance qu'ils sont trop puissants pour être remis en question. Plus encore, ce récit nous enseigne que la véritable transformation exige à la fois une intervention extérieure et la participation active de la communauté. Certes, la précision militaire a destitué les fonctionnaires corrompus, mais le changement durable n'est apparu qu'au moment où les citoyens ont été habilités à reconstruire leurs institutions sur des fondations de transparence et de responsabilité. La justice, en vérité,
ne se limite pas à punir les coupables, elle consiste aussi à créer des systèmes qui empêchent les abus futurs. L'image du chêne, passée du statut de symbole d'humiliation à celui de lieu de mémoire et de croissance, illustre de manière éloquente ce principe universel. La véritable guérison ne naît pas de l'oubli de l'injustice, mais bien de sa reconnaissance lucide, suivie de la volonté de bâtir consciemment quelque chose de meilleur à sa place. Et vous, que feriez-vous si vous étiez confronté à une discrimination semblable à celle vécue par le général Washington? Auriez-vous la force et la patience de recueillir des preuves avant de réclamer justice, ou choisiriez-vous une autre voie? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous croyez, vous aussi, que des systèmes corrompus peuvent être transformés grâce au courage d'individus décidés à s'opposer à l'injustice, cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir ces histoires où la justice triomphe contre des obstacles écrasantes. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits puissants, qui mettent en lumière l'injustice et célèbrent la résilience de l'esprit humain. Enfin, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel, un changement positif reste possible, même au cœur des systèmes d'oppression les plus enracinés. Merci de nous avoir accompagnés dans cette réflexion sur un parcours hors du commun, marqué par le courage, la stratégie et la transformation. Souvenez-vous, comme l'a montré le général Washington, nos plus grands moments d'impact naissent parfois des défis les plus éprouvants. Ensemble, nous pouvons édifier des communautés où la justice cesse d'être un simple idéal et devient une réalité vécue par tous.